Bismillahirrahmanirrahim. Donc, dans cette allocution, je vais essayer rapidement et brièvement de mettre l'accent sur un thème qui concerne la présence marxiste, ou la présence de la théorie marxienne ou marxiste, si vous voulez. On va mettre le point sur ça. Dans la pensée arabe, notamment la pensée arabe moderne, évidemment. Bien. Il y a quelques précisions qu'il faut faire d'emblée. Tout d'abord, Karl Marx, vous le savez, ça a été dit. Il faut quand même le préciser que Karl Marx et la pensée de Karl Marx est multidisciplinaire. Karl Marx, on va le trouver dans les livres de l'histoire de la pensée économique, on va le trouver aussi dans l'histoire de la pensée sociologique, on va le trouver bien sûr comme également grand philosophe. Donc il était tout ça et il était autre chose. On sait que tout à l'heure on a parlé, d'autres intervenants ont parlé du livre 3 et de l'effort qu'avait commencé Karl Marx. Il n'avait pas pu achever d'établir les mathématiques sur des bases plutôt dialectiques. On revient à ce thème. Et je crois que ça, c'est l'un des points forts et en même temps des faiblesses de Karl Marx, à savoir cette multidisciplinarité. Parce que souvent, ce qu'on constate, et ça on le constate beaucoup dans la pensée, notamment arabophone, la pensée marxiste arabophone, c'est qu'on met l'accent sur un aspect, un point, en oubliant que la théorie marxienne est un tout, c'est un système. Si vous permettez, je précise d'abord ce qu'on entend, ce que j'entends par lorsque je parle de marxien et de marxiste. Lorsque j'utilise l'adjectif marxien, c'est que je me réfère à la théorie de Karl Marx lui-même en personne. Quand je dis marxiste, c'est-à-dire toute la pensée, soit Marx, que soit Hegel, que soit les auteurs qui vont venir après, c'est un, bien sûr, vous le savez, c'est un grand théoricien. On ne peut que respecter ces théories et tous les apports qu'elle a fait. Peut-être c'est l'un, peut-être même c'est le plus grand auteur qui a occupé les analyses dans les sciences sociales plus que n'importe qui d'autre. Hein. Et donc ça c'est un point qu'il faut absolument souligner. L'autre précision que je veux faire, c'est que quand je parle de la pensée arabe, quand je parle des marxistes arabes, je ne parle pas des penseurs arabes qui ont étudié, qui réfléchissent, qui écrivent dans des langues étrangères. Donc, mon propos ne concerne certainement pas des auteurs comme Samir Amin, par exemple, ou là comme Faaziz Blel, ou là comme Mohamed Bouidar et bien d'autres. Qui réfléchissent, qui écrivent dans d'autres langues. Je me focalise surtout dans la présente communication sur les auteurs qui rédigent, qui écrivent en langue arabe. Donc je parle surtout de Taïb Tizini, de Hussein Marwa, etc. Bien. Hussein Marwa, c'est un exemple, d'ailleurs, on peut se référer à Hussein Marwa comme cas d'un penseur marxiste arabe qui était en même temps aussi le secrétaire général du Parti communiste libanais. Bien sûr, il a décédé, enfin, il a été on l'a tué en 1985 au Liban. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'homme. Alors, autre précision dans la pensée marxiste, quand on parle de la pensée marxiste, ou plus particulièrement de la pensée marxienne, on ne peut pas du tout faire l'économie de l'aspect philosophique chez Karl Marx. C'est une base indispensable.
Ici, si vous permettez, j'ouvre une petite parenthèse, c'est dommage, et c'est vraiment dommage, je le dis, je le répète dans plusieurs reprises, que dans les universités marocaines, des sciences, que ce soit des sciences d'ailleurs de la nature ou bien des sciences de l'homme, on n'étudie pas, on n'a pas une matière fondamentale qui est la philosophie. Et je ne crois pas qu'on peut comprendre les sciences sociales en faisant l'économie de la philosophie. Ce n'est pas possible d'étudier comme ça l'économie. On tombe facilement dans l'économisme et ça malheureusement c'est un problème. Karl Marx, lorsqu'on lit les écrits de Karl Marx, prenez par exemple la consommation, la production, les rapports entre les deux dans l'un de ses livres sur le capital, alors on constate tout le temps qu'il y a une trame de fond que Karl Marx n'a jamais trahi, c'est toute la pensée dialectique, c'est tout le système dialectique, c'est-à-dire la contradiction comme quelque chose de fondamental dans tout, que ce soit dans la nature, que ce soit dans les idées, que ce soit dans l'histoire, etc. Bien sûr, lui, il s'est référé au début. Donc on sait le jeune Marx qui était quasiment un apôtre de Hegel. Engels après va dire que Hegel fait marcher la dialectique sur sa tête et que ce que les marxistes, ce que Karl Marx et lui font, c'est de la faire marcher sur ses pieds. Parce que c'est vrai, Hegel a développé la philosophie dialecticienne au niveau de la pensée. Mais Karl Marx va aller plus loin et va montrer que les lois de la dialectique sont des lois naturelles qu'on peut trouver dans l'histoire, qu'on peut trouver dans la nature, qu'on peut trouver partout. Alors il y a bien sûr la dialectique, il y a le progrès continu, ou bien en tout cas l'évolution continue, que rien ne reste figé, qu'il y a... Quoique Karl Marx ici, là aussi, il y a une petite parenthèse, c'est que peut-être l'une des erreurs de Karl Marx, c'est de dire à un moment donné, lorsqu'il a lu les rapports de la société anglo-indienne sur la société indienne, que cette société s'est figée entre deux modes de production, le mode de production esclavagiste et le mode de production féodal, qu'il a appelé le mode de production asiatique. Mais en fait, dans la théorie dialectique, dans la philosophie dialectique, l'évolution est continue. Il y a l'unité des contraires. Oui, je vais essayer de résumer, merci. Et donc, la transformation de la chose en son contraire, l'unité des contraires, la dialectique entre la réalité et la pensée. Là aussi, c'est quelque chose... Même dans les interventions de beaucoup de marxistes, on voit très bien, d'ailleurs, je ne fais pas de critique à mes collègues qui m'ont précédé, mais on constate que souvent on oublie cette relation dialectique entre la pensée et la réalité. Karl Marx ne réfléchissait pas comme ça dans le néant. Il est le produit d'une réalité. La réalité arabo-musulmane, c'est vrai, c'est une autre réalité. Et pour faire vite, parce que mon collègue me rappelle le temps, je dis que cette relation est très importante. Malheureusement, ce qu'on constate dans la pensée arabophone, c'est que au lieu d'utiliser, par exemple, cette trame qui est la dialectique, non, on part de la théorie et on cherche sa justification dans la réalité. C'est-à-dire que l'étude de l'histoire n'est pas faite pour comprendre, pour en tirer des leçons, mais elle est plutôt utilisée pour dire que la théorie marxienne est valable partout, etc., partout et dans tous les temps, etc. Et on tombe elle critique le fondamentalisme, mais on constate que pour beaucoup de marxistes arabes, ils sont des fondamentalistes marxistes
hein, c'est-à-dire qu'il force la réalité. Et ça, l'exemple, d'ailleurs on a parlé de Hussein Marwa, il a écrit un livre, si ma mémoire est bonne, Nazaat al-Maddiya fi al-Tarikh al-Arabi al-Islami, etc., où on constate qu'il force donc les choses pour trouver des traces de matérialisme chez les penseurs anciens. Et donc, oui, d'accord, tout de suite. Et donc, je dis que de cette façon-là, on prend rapidement le raccourci et donc le iqtita qui existait devient l'iqta, qui devient facilement le féodalisme. Or, la différence très importante entre le féodalisme tel qu'il existait en Europe, qui est un système juridico-économique et historique particulier qu'on n'a pas chez nous. Chez nous, on n'a pas eu tous ces seigneurs, vassaux, comtes, et j'en passe, et puis les serfs qui, même sur le plan juridique, ce ne sont pas des sujets de droit, ce sont des objets de droit. Chose qu'on n'a pas, et pourtant on force la main à la réalité historique pour dire qu'on avait donc l'Iqta, c'est le féodalisme, etc. Donc, par contre, c'est pourquoi j'ai dit que je ne parle pas de certains auteurs. Paul Pascan, qui est un Marocain né en Fès, il a décédé en Mauritanie, en tout cas, Paul Pascan est un penseur marocain, marxiste. Mais lui, c'est pourquoi je ne l'intègre pas sous cette manière. Lui, au moins, il a essayé de faire un effort de comprendre une partie de la société marocaine lorsqu'il étudie le sud du Maroc, et dans son livre, comment il s'appelle déjà, c'est comment il s'appelle le livre, et là, il cherche à trouver les traces et il a développé ce qu'il a appelé le mode de production Caïdal. Donc c'est toute une innovation. C'est seulement les marxistes faisaient cet effort-là de comprendre et de faire plutôt sortir, et on en a besoin. Et on en a vraiment besoin, parce que c'est vrai, l'histoire arabe. On a dans le monde arabe l'histoire événementielle des événements. Tel roi est monté, telle bagarre, telle bataille s'est passée 2A, etc., etc. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pas une histoire arabo-musulmane des faits économiques, de la société, comment ils vivaient. Donc, on peut prendre l'exemple, l'étude de Karl Marx sur l'évolution de la société européenne concerne l'Europe. Mais il ne s'applique pas dans le monde arabo-musulman. Donc le mode de production qui s'est développé, bien sûr, il y a beaucoup de questions sur... je ne crois pas que la société primitive était une société égalitaire, etc. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que, c'est vrai, en Europe, on est passé d'un mode de production esclavagiste à un mode de production féodal. Puis, comment les choses vont évoluer. Malheureusement, chez nous, ça, on ne sait pas comment vivait la société, quelles sont les grandes évolutions économiques et sociales. Et donc, pour conclure, je vais conclure rapidement, les marxistes arabophones n'ont pas pu produire une théorie originale. Ils sont tombés dans une autre métaphysique qu'ils dénoncent d'ailleurs, mais on trouve qu'ils tombent dans cette autre métaphysique. La deuxième chose, c'est que souvent ils sont restés à la marge de la société, qu'ils voulaient conduire vers un changement. Et beaucoup de partis communistes, comme le Parti communiste marocain, qui va changer son nom. Pourquoi? Parce que ça ne résonne pas bien. Pourquoi? Parce que dans l'imaginaire arabe, quand on dit marxiste, on dit athéiste. Et ce n'est pas la faute je ne crois pas que c'est la faute de la population. Parce que les marxistes arabophones insistent beaucoup sur l'aspect religieux. Comme si Karl Marx a été juste un athée et rien d'autre.
et que comme si, quand on lit la pensée arabophone, en la matière, on a le sentiment que Karl Marx, ce qui l'intéressait, c'est surtout l'athéisme, la critique de la religion, etc. Or, chez Karl Marx, la société, la formation sociale ou socio-économique se compose d'une infrastructure qui est la plus importante et d'une superstructure. Dans l'infrastructure, on va trouver les rapports sociaux de production, on va trouver donc les moyens de production, mais dans la superstructure, on va trouver la religion, le droit, etc., la culture et tout ce que vous voulez. Et il dit qu'il y a des rapports, des relations dialectiques entre les deux, et que ce qui est déterminant en fin de compte, c'est l'infrastructure. Or, tout ça est pratiquement absent dans les écritures marxistes. Je rappelle que si, je termine par ça, si Karl Marx avait lu ce qu'écrivent nos penseurs arabes en la matière, il aurait répété sa phrase qu'il avait écrite en 1881, c'est-à-dire 2 ans avant son décès. C'est une phrase qui reste dans les annales. Karl Marx avait écrit que tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas marxiste. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Vous avez